Ce matin, vous vous êtes réveillé dans un monde rempli d'objets. Votre main a cherché le réveil. Vos pieds ont touché le sol froid. Vos yeux ont rencontré la lumière filtrée par les rideaux. Chaque geste, chaque mouvement vous a mis en contact avec la matière qui vous entoure. Mais avez-vous vraiment vu ces objets? Avez-vous senti leur présence, leur poids dans votre existence? La philosophie Martin Heidegger nous enseigne que nous habitons un monde d'objets prêts à porter, des choses qui existent pour nous servir, pour répondre à nos besoins immédiats. Le marteau existe pour frapper, la chaise pour s'asseoir, la tasse pour boire. Mais cette utilité cache quelque chose de plus profond, une essence qui dépasse leur fonction première. Regardez autour de vous. Chaque objet porte en lui une histoire, une intention, un fragment de l'humanité qu'il a créé. La cuillère dans votre tiroir de cuisine n'est pas seulement un ustensile pour manger. Elle est le résultat de milliers d'années d'évolution technique, de gestes répétés, de besoins humains transformés en forme métallique. Sa courbe épouse parfaitement la forme de votre bouche. Son poids s'équilibre naturellement dans votre main. Maurice Merleau-Ponty, philosophe de la perception, nous explique que notre corps dialogue constamment avec les objets. Nos mains connaissent la texture du bois avant même que notre esprit ne la nomme. Nos pieds anticipent la résistance du sol avant que nous ne posions le pied. Cette connaissance tactile, intuitive, précède toute réflexion intellectuelle. Prenez un moment pour observer un objet près de vous. Peut-être est-ce un livre, une lampe, un coussin. Fermez les yeux et touchez-le. Sentez sa température, sa texture, son poids. Cet objet n'existe pas seulement dans l'espace. Il crée l'espace autour de lui. Il modifie la lumière, influence l'air, transforme l'acoustique de la pièce. Les objets nous parlent dans une langue silencieuse. Ils nous racontent l'histoire de leurs matériaux, de leur fabrication, de leurs utilisateurs précédents. Ce verre que vous tenez a peut-être été soufflé par un artisan qui y a mis son souffle, sa patience, sa technique héritée de générations d'artisans verriers. Le sable fondu porte encore la mémoire de la plage où il a été collecté, des vagues qui l'ont poli pendant des millénaires. Gaston Bachelard, philosophe français, nous invite à découvrir la poétique des objets. Pour lui, chaque objet réveille en nous des images, des souvenirs, des émotions. Une bougie ne fait pas que diffuser de la lumière. Elle évoque la chaleur des foyers ancestraux, les prières murmurées dans l'obscurité, les dîners romantiques, les veillées d'hiver. Sa flamme dansante connecte notre époque aux premiers humains qui ont domestiqué le feu. Les objets du quotidien possèdent une double nature. Ils sont à la fois terriblement ordinaires et profondément extraordinaires. Votre brosse à dents, utilisée chaque matin dans un geste automatique, est aussi un objet technique sophistiqué. Ces poils synthétiques ont été conçus pour respecter l'émail de vos dents. Sa forme ergonomique épouse la morphologie de votre main et de votre bouche. Elle participe à un rituel quotidien de purification, de soin de soi, de préparation au monde. Walter Benjamin, penseur allemand, nous parle de l'aura des objets. Cette qualité mystérieuse qui émane des choses anciennes, des objets uniques, des créations artisanales. L'aura se perd dans la reproduction en série, mais elle peut renaître dans notre regard attentif, dans notre relation personnelle avec l'objet. Ce stylo hérité de votre grand-père
possède une aura différente d'un stylo acheté en magasin. Il porte en lui les mots qu'il a écrits, les mains qui l'ont tenu, les histoires qu'il a aidé à raconter. Notre époque moderne nous submerge d'objets. Nous possédons plus d'objets que toutes les générations précédentes réunies. Nos maisons débordent de choses achetées, stockées, oubliées. Cette abondance matérielle change notre relation aux objets. Nous passons de la rareté à la surabondance, de l'attachement à la consommation, de la réparation au remplacement. Mais dans cette profusion, certains objets résistent. Ils gardent leur pouvoir d'évocation, leur capacité à nous émouvoir, à nous connecter à notre histoire personnelle. Ce pull, tricoté par votre mère, cette tasse ébréchée mais si confortable dans vos mains, ce livre aux pages cornées que vous avez lu tant de fois. Ces objets-là échappent à la logique de consommation. Ils deviennent des compagnons, des témoins, des gardiens de notre mémoire. La philosophie japonaise nous enseigne le concept de mono no aware, la beauté mélancolique des choses éphémères. Chaque objet porte en lui sa propre finitude. Il vieillira, se cassera, disparaîtra. Cette fragilité ne diminue pas sa valeur, elle l'augmente. Elle nous rappelle que notre relation aux objets est toujours temporaire, que la beauté réside aussi dans l'impermanence. Vos objets personnels dessinent un portrait de qui vous êtes. Ils révèlent vos goûts, vos habitudes, vos souvenirs, vos aspirations. Votre bibliothèque raconte vos curiosités intellectuelles. Votre garde-robe exprime votre rapport à l'apparence. Votre cuisine témoigne de votre relation à la nourriture et au partage. Ces objets sont les extensions matérielles de votre identité. L'art contemporain nous invite à regarder les objets ordinaires avec des yeux neufs. Andy Warhol transforme une boîte de soupe en œuvre d'art. Marcel Duchamp fait d'un urinoir une sculpture révolutionnaire. Ces artistes nous montrent que la valeur esthétique ne réside pas dans l'objet lui-même, mais dans le regard que nous portons sur lui. Tout objet peut devenir art si nous savons le voir avec attention et poésie. Notre maison n'est pas seulement un contenant pour nos objets, elle est elle-même un objet complexe. Ses murs délimitent notre espace privé. Ses fenêtres cadrent notre vision du monde extérieur. Ces pièces organisent nos activités et nos relations. Elles portent la trace de nos habitudes, de nos goûts, de nos besoins. Chaque arrangement, chaque décoration, chaque usure révèle quelque chose de notre façon d'habiter le monde. Chaque matière qui nous entoure possède sa propre personnalité, sa propre façon de dialoguer avec nos sens. Le bois chaud et vivant sous vos doigts raconte l'histoire de l'arbre dont il provient, les saisons qu'il a traversées, la terre qui l'a nourri. Sa texture rugueuse ou lisse révèle les techniques utilisées pour le travailler, les outils qui l'ont façonné, les mains qui l'ont caressé. Gaston Bachelard nous invite à rêver les matières. Pour lui, chaque substance éveille en nous des images primitives, des émotions archaïques. L'eau nous rappelle la fluidité de la vie, le mouvement perpétuel, la purification. Le feu évoque la transformation, la passion, la destruction créatrice. La terre nous connecte à la stabilité, à la fécondité, au cycle éternel de la croissance et de la décomposition. Observez la céramique de votre bol préféré. Cette argile a été extraite de la terre, pétrie par des mains expertes, modelée sur un tour, cuite dans un four à haute température.
Elle a subi une transformation alchimique, passant de la matière molle et malléable à la forme dure et durable. Chaque imperfection, chaque variation de couleur témoigne de ce processus créateur, de cette rencontre entre l'intention humaine et la résistance de la matière. Le métal froid que vous touchez le matin sur la poignée de votre porte porte en lui l'histoire de la Terre. Il a été extrait des profondeurs, fondu dans de hauts fourneaux, coulé dans des moules, poli par des machines. Sa surface lisse et réfléchissante capture la lumière et la renvoie, créant des jeux d'ombre et de clarté qui transforment l'espace. Il vieillit lentement, se patine, raconte par son usure les gestes répétés de ceux qui l'ont touché. Les textiles qui vous habillent et vous entourent tissent une histoire complexe. Cette étoffe de coton a grandi sous le soleil, a été récoltée par des mains patientes, filée sur des métiers, tissée selon des motifs millénaires. Sa douceur contre votre peau crée une intimité particulière, une protection qui devient une seconde peau. Les fibres absorbent vos parfums, s'imprègnent de votre chaleur, deviennent progressivement vôtres. Le verre transparent de votre fenêtre vous semble si naturel que vous en oubliez sa nature extraordinaire. Cette matière qui laisse passer la lumière tout en arrêtant le vent, qui sépare l'intérieur de l'extérieur tout en maintenant une continuité visuelle. Sa fabrication exige des températures extrêmes, une maîtrise technique raffinée, une compréhension profonde des propriétés de la matière. Il transforme votre rapport au monde, vous protège tout en vous permettant de contempler l'extérieur. Les plastiques de notre époque moderne créent une nouvelle catégorie d'objets. Ces matières synthétiques, nées dans les laboratoires, n'existent pas dans la nature. Elles représentent la capacité humaine à créer de nouvelles substances, à inventer des textures inédites, à répondre à des besoins spécifiques. Leur légèreté, leur résistance, leur malléabilité ouvrent de nouvelles possibilités de création. Mais elles posent aussi des questions sur notre relation à l'artificiel. La pierre de votre cheminée ou de votre comptoir porte en elle l'histoire géologique de la Terre. Elle s'est formée sur des millions d'années, sous la pression et la chaleur des profondeurs terrestres. Sa surface polie révèle des structures cristallines, des inclusions minérales, des traces de vie fossilisées. Elle nous connecte au temps long, au cycle cosmique qui dépasse l'échelle humaine. Notre peau, premier objet de notre existence, dialogue constamment avec les matières qui l'entourent. Elle distingue instinctivement le rugueux du lisse, le chaud du froid, le dur du mou. Cette connaissance tactile précède toute réflexion. Elle nous informe sur la nature des objets, sur leur qualité, sur leur histoire. Nos mains explorent le monde avant que nos yeux ne le voient. Nos pieds testent le sol avant que notre esprit ne l'analyse. Les objets anciens possèdent une patine particulière, une beauté qui vient du temps et de l'usage. Ce cuir vieilli de votre fauteuil préféré s'est assoupli sous le poids des corps. C'est coloré sous l'effet de la lumière. C'est poli par le frottement des vêtements. Il raconte l'histoire de tous ceux qui s'y sont assis, des conversations qui s'y sont tenues, des moments de repos qu'il a offerts. La lumière transforme continuellement l'apparence des matières. Le même objet change d'aspect selon l'heure du jour, la saison, la météo. Le bois doré du matin devient cuivré le soir. Le métal brillant du midi se fait mat sous les nuages. Cette variabilité révèle la nature vivante des matières, leur capacité à dialoguer avec leur environnement,
à réagir aux conditions extérieures. Nos objets personnels développent une relation particulière avec nous. Ils s'adaptent à nos habitudes, s'usent selon nos gestes, se transforment sous notre usage. Ce clavier d'ordinateur que vous utilisez chaque jour porte la trace de vos doigts. Les lettres les plus fréquentes sont plus usées que les autres. Il devient progressivement un prolongement de votre pensée, un outil si familier qu'il disparaît de votre conscience pour laisser place au flux de vos idées. Les matières naturelles nous rappellent notre origine commune. Nous sommes faits de la même substance que la Terre. Nous partageons les mêmes éléments chimiques que les étoiles. Cette parenté matérielle crée une complicité profonde, une reconnaissance mutuelle. Nos corps savent instinctivement ce qui leur fait du bien, ce qui les nourrit, ce qui les apaise. L'eau qui coule de votre robinet a voyagé dans le cycle éternel des nuages, des rivières, des océans. Elle a été pluie sur les montagnes, sève dans les arbres, sang dans les veines des animaux. Cette eau qui vous désaltère porte en elle la mémoire de tous ces passages, de toutes ces transformations. Elle vous connecte à la circulation générale de la vie sur Terre. Les parfums des matières créent une géographie olfactive de votre environnement. L'odeur du bois ciré évoque le travail patient de l'artisan. Celle du métal chauffé rappelle l'activité industrielle. Celle des textiles lavés suggère le soin domestique. Ces fragrances matérielles composent une symphonie invisible qui accompagne votre quotidien, qui signale les changements, qui évoque les souvenirs. Notre époque cherche souvent à masquer la nature des matières, à les faire paraître autres qu'elles ne sont. Le plastique imite le bois, le synthétique copie le naturel, l'artificiel se déguise en authentique. Cette tendance révèle notre nostalgie des matières premières, notre besoin de retrouver une connexion avec l'origine des choses. Elle questionne aussi notre rapport à la vérité des objets, à leur identité profonde. Votre maison n'est pas seulement un abri, c'est une extension de votre être, une architecture de l'intimité qui reflète votre âme. Chaque pièce raconte une facette de votre personnalité. Chaque coin révèle une habitude. Chaque objet placé témoigne d'un choix, d'une préférence, d'une histoire personnelle. Gaston Bachelard nous enseigne que la maison est notre premier univers, notre cosmos personnel. Elle nous protège non seulement des intempéries, mais aussi du chaos du monde extérieur. Ces murs délimitent un espace où nous pouvons être nous-mêmes, où nous pouvons baisser la garde, où nous pouvons déployer notre intimité sans crainte du regard d'autrui. La chambre à coucher occupe une place particulière dans cette géographie personnelle. C'est le lieu du repos, du rêve, de la vulnérabilité. Vous y gardez vos objets les plus personnels, vos secrets les plus intimes. Le lit devient un îlot de douceur dans l'océan du quotidien, un refuge où le corps se détend, où l'esprit se libère des contraintes sociales. L'éclairage de votre intérieur crée des ambiances, des atmosphères qui influencent votre humeur et vos pensées. La lumière tamisée du soir invite à la détente, à la contemplation, aux conversations profondes. La lumière vive du matin stimule l'énergie, encourage l'activité, prépare aux défis du jour. Vous orchestrez inconsciemment cette symphonie lumineuse, adaptant l'éclairage à vos besoins émotionnels et pratiques. La cuisine occupe le cœur de nombreuses maisons modernes. Elle n'est plus seulement le lieu de préparation des repas, mais un espace de création, de partage,
de convivialité. Vos ustensiles de cuisine racontent vos goûts culinaires, vos traditions familiales, vos expériences gastronomiques. Cette casserole héritée de votre grand-mère porte en elle les recettes ancestrales, les gestes transmis de génération en génération. Les livres de votre bibliothèque composent un portrait intellectuel de votre personne. Ils témoignent de vos curiosités, de vos phases de découverte, de vos quêtes spirituelles ou intellectuelles. Certains, lus et relus, portent la trace de vos annotations, de vos réflexions, de vos dialogues silencieux avec les auteurs. D'autres, encore vierges, attendent patiemment leur tour, promesses de voyages futurs dans d'autres univers. L'art que vous choisissez d'exposer révèle votre sensibilité esthétique, vos émotions profondes. Cette photographie au mur n'est pas seulement une décoration, c'est un fragment de beauté que vous avez voulu garder proche de vous. Elle dialogue avec votre regard quotidien. Elle nourrit votre imagination. Elle apporte une dimension poétique à votre environnement pratique. Les plantes de votre intérieur créent une respiration naturelle dans l'espace construit. Elles apportent la vie, le mouvement, les cycles naturels dans votre univers domestique. Leurs besoins en eau, en lumière, en soins, créent des rituels quotidiens qui vous connectent au rythme biologique, qui vous rappellent votre appartenance au monde vivant. Vos objets de toilette dans la salle de bain racontent votre rapport au corps, aux soins de soi, à la présentation sociale. Ces produits choisis avec soin révèlent votre souci de l'apparence, votre attention au bien-être physique, votre relation à la sensualité. Le miroir vous renvoie chaque jour votre image, créant un dialogue quotidien avec votre identité visuelle. L'organisation de votre espace révèle votre psychologie profonde. Certains ont besoin d'ordre, de symétrie, de classification pour se sentir en paix. D'autres s'épanouissent dans un désordre créatif, dans une accumulation d'objets qui stimulent leur imagination. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'habiter, seulement des façons différentes d'organiser sa relation au monde matériel. Les odeurs de votre maison composent une signature olfactive unique. Elles mélangent les parfums des matériaux, des produits d'entretien, de la cuisine, des fleurs, des livres. Cette fragrance particulière devient si familière que vous ne la remarquez plus, mais elle accueille vos invités et vous accueille vous-même quand vous rentrez chez vous. Les sons de votre intérieur créent une bande sonore particulière. Le tic-tac de l'horloge, le ronronnement du réfrigérateur, le craquement des planchers, les bruits de la rue filtrés par les fenêtres. Ces sons familiers vous rassurent. Ils signalent que tout va bien, que votre univers fonctionne normalement. Vos habits dans la garde-robe attendent leur tour d'incarner votre personnalité sociale. Chaque vêtement correspond à une facette de votre identité, à une situation particulière, à une humeur spécifique. Le choix matinal de vos vêtements devient un rituel de construction de soi, une préparation à la rencontre avec le monde extérieur. Les photographies exposées dans votre salon figent des moments précieux, des visages aimés, des expériences marquantes. Elles créent une chronologie visuelle de votre existence, une mémoire matérialisée qui dialogue avec votre présent. Leur présence quotidienne maintient vivants les liens affectifs, les souvenirs heureux, les personnes importantes de votre vie. L'espace de travail
qu'ils soient séparés ou intégrés à votre habitat, reflètent votre rapport à l'activité productive. L'organisation de votre bureau révèle votre méthode de travail, vos priorités, votre façon de gérer le temps et les tâches. Les objets qui l'entourent témoignent de votre besoin d'inspiration, de concentration, de confort pendant les longues heures de labeur. La température de votre intérieur influence subtilement votre humeur et votre énergie. Vous ajustez instinctivement le chauffage ou la climatisation pour créer un microclimat qui favorise votre bien-être. Cette maîtrise de l'environnement thermique représente un luxe moderne qui transforme radicalement notre relation à l'habitat et aux saisons. Les rituels que vous accomplissez dans votre espace domestique créent une temporalité particulière. Le café du matin, la lecture du soir, le rangement du week-end. Ces habitudes transforment l'espace en temps vécu. Elles donnent un rythme à votre existence. Elles créent des repères temporels qui structurent votre quotidien. Votre maison vieillit avec vous. Elle porte les traces de votre passage, de vos changements, de vos évolutions. Les usures sur le parquet dessinent la carte de vos déplacements habituels. Les marques sur les murs racontent vos aménagements successifs. Elle devient progressivement le témoin matériel de votre histoire personnelle, un livre ouvert sur votre existence. Chaque matin, vous accomplissez une chorégraphie silencieuse avec les objets qui vous entourent. Vos mains connaissent par cœur la forme de la poignée de porte, la résistance du robinet, le poids de la cafetière. Cette connaissance corporelle précède toute réflexion consciente. Vos gestes s'adaptent automatiquement aux objets, créant une harmonie fluide entre votre corps et votre environnement matériel. Maurice Merleau-Ponty nous enseigne que notre corps est intelligent, qu'il possède une sagesse propre qui dialogue avec le monde. Quand vous saisissez une tasse, vos doigts évaluent instinctivement sa température, sa fragilité, son poids. Ils ajustent automatiquement leur pression, leur position, leur mouvement. Cette intelligence tactile s'est développée au fil des années, des milliers de gestes répétés qui ont créé une mémoire corporelle. L'acte de cuisiner révèle cette intimité profonde entre le corps et les objets. Vos mains savent reconnaître la bonne consistance de la pâte, la température idéale de l'huile, la texture parfaite de la sauce. Le couteau devient un prolongement de votre main. Il épouse vos mouvements. Il traduit votre intention en gestes précis. Cette relation tactile transforme la cuisine en une méditation active, en une prière adressée aux aliments. Les objets familiers développent une relation particulière avec votre corps. Votre stylo préféré a pris la forme de votre prise, votre fauteuil s'est adapté à votre posture, votre clavier d'ordinateur porte l'empreinte de vos doigts. Cette adaptation mutuelle crée une ergonomie naturelle, une fluidité gestuelle qui améliore votre confort et votre efficacité. Martin Heidegger décrit ce phénomène comme la disponibilité des objets. Quand vous utilisez un marteau, celui-ci disparaît de votre conscience pour devenir un simple prolongement de votre bras. Vous ne pensez plus au marteau, vous pensez au clou à enfoncer, à la construction à réaliser. L'objet devient transparent, il s'efface pour laisser place au projet, à l'intention, à l'action. Cette transparence des objets familiers révèle la profondeur de votre relation avec eux. Plus vous maîtrisez un objet, plus il devient invisible,
plus ils s'intègrent naturellement à votre gestuelle. Le musicien ne pense plus à son instrument. Il pense à la mélodie. L'écrivain ne pense plus à son stylo. Il pense aux mots. Cette disparition de l'objet dans l'usage marque la réussite de la relation homme-objet. Vos rituels quotidiens créent une temporalité particulière, un temps sacré où les gestes simples prennent une dimension méditative. Le thé du matin devient une cérémonie apaisante, la douche du soir, un moment de purification, le rangement du week-end, une mise en ordre intérieur. Ces rituels transforment les actes ordinaires en pratiques spirituelles. Ils donnent du sens aux gestes répétitifs. La répétition des gestes crée une forme de sagesse corporelle. Vos mains apprennent à reconnaître la qualité des matériaux, la résistance des surfaces, la fragilité des objets. Cette connaissance tactile vous guide dans vos choix. Elle vous avertit des dangers. Elle vous conseille dans vos actions. Elle constitue une intelligence pratique qui complète et enrichit votre compréhension intellectuelle du monde. Les objets cassés ou usés révèlent soudainement leur présence. Quand votre stylo n'écrit plus, quand votre tasse se fêle, quand votre chaise grince, ils sortent de leur transparence habituelle pour redevenir visibles. Cette rupture dans le fonctionnement normal nous rappelle notre dépendance aux objets, notre besoin de leur fiabilité pour accomplir nos tâches quotidiennes. L'apprentissage d'un nouvel objet demande du temps et de la patience. Vos doigts doivent s'habituer à sa forme. Votre corps doit intégrer ses particularités. Votre esprit doit comprendre son fonctionnement. Cette phase d'adaptation révèle la complexité cachée des objets les plus simples, la sophistication des gestes les plus ordinaires. Les objets anciens portent en eux la mémoire des gestes passés. Cette poignée de porte polie par des milliers de mains raconte l'histoire de tous ceux qui l'ont touchée. Elle porte en elle les traces d'une gestuelle collective, d'une habitude partagée, d'une relation commune à l'espace et au mouvement. Vos outils de travail développent une complicité particulière avec vos gestes professionnels. Le chirurgien dialogue avec son scalpel. L'artisan converse avec ses outils. L'écrivain communique avec son clavier. Cette intimité gestuelle transforme l'activité professionnelle en une forme d'art, en une expression personnelle qui transcende la simple exécution technique. La fatigue modifie votre relation aux objets. Quand vous êtes épuisé, les objets familiers deviennent soudainement lourds, résistants, encombrants. Vos gestes perdent leur fluidité habituelle. Vos réflexes se ralentissent. Votre corps dialogue difficilement avec son environnement matériel. Cette fragilité temporaire révèle l'importance de la forme physique dans notre relation aux objets. L'âge transforme progressivement votre gestuelle. Les objets que vous manipuliez avec aisance deviennent progressivement plus difficiles à manier. Cette évolution vous amène à repenser votre environnement, à adapter vos objets à vos nouvelles capacités, à inventer de nouvelles façons d'accomplir les gestes familiers. Les objets connectés de notre époque moderne créent de nouveaux types de gestes. Vos doigts ont appris à glisser sur les écrans tactiles, à effectuer des pincements pour zoomer, à tapoter pour sélectionner. Ces gestes nouveaux s'intègrent naturellement à votre gestuelle quotidienne. Ils enrichissent votre vocabulaire corporel. Ils ouvrent de nouvelles possibilités d'interaction avec le monde numérique. La précision de vos gestes révèle votre expertise avec certains objets.
le geste sûr du cuisinier qui manie son couteau, la dextérité du musicien sur son instrument, l'aisance de l'artisan avec ses outils. Cette maîtrise gestuelle s'acquiert par la pratique, par la répétition, par l'attention portée aux détails du mouvement. Les objets d'art dans votre environnement créent une gestuelle particulière. Vous les regardez avec respect, vous les touchez avec précaution, vous les manipulez avec délicatesse. Cette attitude révérencieuse transforme votre relation à ces objets. Elle leur confère une aura particulière. Elle enrichit votre expérience esthétique. La gestuelle collective autour des objets partagés révèle les codes sociaux. La façon de passer le pain à table, de servir le thé, de partager les outils de travail. Ces gestes socialisés créent une harmonie collective. Ils facilitent la cohabitation. Ils expriment le respect mutuel et l'attention aux autres. Vos gestes automatiques révèlent vos habitudes profondément ancrées. La façon dont vous fermez une porte, dont vous posez votre tasse, dont vous rangez vos affaires. Ces micro-gestes constituent votre signature gestuelle, votre façon personnelle d'interagir avec le monde matériel. L'émotion influence votre gestuelle avec les objets. Dans la colère, vos gestes deviennent brusques, imprévisibles, potentiellement destructeurs. Dans la tristesse, ils ralentissent, deviennent hésitants, perdent leur assurance habituelle. Dans la joie, ils s'accélèrent, deviennent plus fluides, plus expressifs. Cette variation émotionnelle révèle la profondeur de la connexion entre votre état intérieur et votre relation aux objets. Notre époque nous confronte à une profusion d'objets sans précédent dans l'histoire humaine. Nos maisons débordent de possessions, nos magasins regorgent de produits, nos écrans nous bombardent d'offres commerciales. Cette abondance matérielle transforme radicalement notre relation aux objets, posant des questions fondamentales sur l'authenticité, la valeur et le sens de la possession. Walter Benjamin, penseur du XXe siècle, nous alerte sur la perte de l'aura des objets dans la reproduction mécanisée. Quand un objet est produit en millions d'exemplaires, il perd cette qualité unique qui le rendait précieux. La tasse artisanale, façonnée à la main par un potier, possède une aura différente de la tasse industrielle, identique à des millions d'autres. Cette perte d'unicité transforme notre rapport affectif aux objets. Dans cette mer d'objets manufacturés, nous cherchons désespérément l'authenticité. Nous privilégions les produits faits main, les matériaux naturels, les créations artisanales. Cette quête révèle notre nostalgie d'une relation plus directe avec la création, notre besoin de retrouver la trace humaine dans les objets qui nous entourent. L'obsolescence programmée des objets modernes bouleverse notre rapport au temps et à la durabilité. Nos grands-parents possédaient des objets conçus pour durer des décennies, voire des siècles. Aujourd'hui, nous achetons des objets conçus pour être remplacés rapidement, créant un cycle perpétuel de consommation et de renouvellement qui épuise nos ressources et notre planète. Cette logique du remplacement constant nous empêche de développer une relation profonde avec nos objets. Comment s'attacher à quelque chose qui est destiné à disparaître rapidement? Comment investir émotionnellement dans des objets transitoires? Cette précarité des objets modernes crée une précarité affective qui nous laisse orphelins de relations durables avec notre environnement matériel. Le marketing moderne
nous vend des objets chargés de promesses identitaires. Cette voiture vous rendra libre, cette montre vous donnera du prestige, ce vêtement vous rendra séduisant. Nous achetons moins des objets pour leur fonction que pour l'identité qu'ils sont censés nous conférer. Cette confusion entre être et avoir transforme la consommation en une quête identitaire perpétuelle et souvent décevante. Jean Baudrillard analyse cette société de consommation comme un système de signes où les objets perdent leur valeur d'usage au profit de leur valeur symbolique. Nous consommons des symboles, des statuts, des appartenances plutôt que des objets réels. Cette abstraction de la consommation nous éloigne de la matérialité concrète des objets, de leur fonction première, de leur substance véritable. Dans cette confusion, certains objets résistent et maintiennent leur authenticité. Ce sont souvent les objets les plus simples, les plus fonctionnels, ceux qui n'ont pas été corrompus par le marketing ou la mode. Un simple couteau de cuisine bien affûté, une cuillère en bois patinée par l'usage, une couverture tricotée à la main. Ces objets gardent leur vérité, leur relation directe à nos besoins réels. L'artisanat contemporain représente une forme de résistance à cette industrialisation massive. Les artisans créent des objets uniques, porteurs de l'empreinte humaine, chargés d'histoire et de sens. Chaque pièce artisanale raconte l'histoire de sa création, révèle la personnalité de son créateur, propose une alternative à la standardisation industrielle. La réparation des objets devient un acte de résistance politique et écologique. Réparer plutôt que remplacer, c'est refuser la logique consumériste, c'est affirmer la valeur de la durabilité. C'est maintenir une relation respectueuse avec les ressources terrestres. C'est aussi redécouvrir le plaisir de comprendre le fonctionnement des objets, de les soigner, de prolonger leur existence. Les objets anciens, hérités ou chinés, apportent une profondeur temporelle dans nos intérieurs modernes. Ils portent en eux l'histoire de leurs utilisateurs précédents. Ils témoignent de modes de vie révolus. Ils créent une continuité avec le passé. Cette dimension historique enrichit notre présent. Elle nous inscrit dans une lignée. Elle nous rappelle que nous ne sommes qu'un maillon dans la chaîne des générations. La simplicité volontaire émerge comme une réponse à la surabondance matérielle. Posséder moins pour posséder mieux. Choisir chaque objet avec soin. Privilégier la qualité à la quantité. Cette philosophie de vie propose une relation plus consciente, plus respectueuse, plus authentique avec nos possessions matérielles. Les objets numériques créent une nouvelle catégorie de possessions immatérielles. Nos photos, nos musiques, nos documents existent sans substance physique, stockés dans des serveurs distants. Cette dématérialisation transforme notre rapport à la possession. Elle questionne la notion même d'objet. Elle ouvre de nouvelles possibilités mais aussi de nouvelles vulnérabilités. L'économie circulaire propose un nouveau modèle où les objets ne sont plus possédés, mais partagés, loués, échangés. Cette approche transforme notre relation de propriété exclusive en une relation d'usage temporaire. Elle permet de maintenir l'accès aux objets tout en réduisant la production. Elle favorise l'optimisation des ressources. Elle encourage la coopération sociale. La customisation et la personnalisation des objets industriels représentent une tentative de retrouver l'unicité dans la standardisation. Nous décorons nos téléphones, nous modifions nos vêtements, nous personnalisons nos espaces.
Ces gestes créateurs transforment l'objet anonyme en objet personnel. Ils réinjectent de l'individualité dans la production de masse. Les objets connectés promettent une nouvelle forme d'intelligence matérielle. Ils peuvent apprendre nos habitudes, s'adapter à nos besoins, communiquer entre eux. Cette évolution technologique transforme les objets passifs en partenaires actifs. Elle crée de nouvelles formes d'interaction. Elle pose aussi des questions sur la surveillance et la vie privée. Dans cette recherche d'authenticité, nous redécouvrons la valeur des objets imparfaits. Les traces d'usure, les petites imperfections, les signes du temps deviennent des preuves d'authenticité. Ils témoignent d'une histoire vécue, d'une utilisation réelle, d'une relation humaine véritable avec l'objet. L'authenticité ne réside pas dans l'origine des objets, mais dans la sincérité de notre relation avec eux. Un objet industriel peut devenir authentique s'il répond vraiment à nos besoins, s'il nous accompagne fidèlement, s'il s'intègre harmonieusement dans notre vie. L'authenticité naît de la qualité de la relation, pas de la provenance de l'objet. Les objets vivent selon des temporalités différentes de la nôtre. Certains naissent, vieillissent et meurent en quelques années. D'autres traversent les siècles, témoins silencieux de générations successives. Cette diversité temporelle crée une symphonie complexe où se mêlent l'éphémère et l'éternel, le fragile et le durable, l'instant et l'histoire. Le matin, quand vous vous réveillez, vous entrez dans un dialogue temporel avec vos objets. Votre réveil vous connecte au temps social. Votre montre vous accompagne dans la journée. Votre agenda organise votre futur proche. Ces objets temporels structurent votre existence. Ils créent un rythme. Ils transforment le temps abstrait en temps vécu. Vos objets les plus anciens portent en eux des strates temporelles multiples. Ce meuble hérité raconte l'histoire de votre famille. Il a traversé les époques. Il a été témoin de joie et de peine, de naissance et de décès. Sa patine révèle les années écoulées. Ses égratignures racontent les déménagements. Ses réparations témoignent des soins apportés par les générations précédentes. L'usure des objets marque le passage du temps de façon visible et tangible. Ce livre aux pages jaunies, ce fauteuil aux accoudoirs polis, cette casserole au fond noirci par les cuissons successives. Ils portent sur eux les stigmates du temps. Ils vieillissent avec nous. Ils deviennent les témoins matériels de notre existence. Certains objets semblent défier le temps. La pierre de votre cheminée, vieille de millions d'années, le verre de votre fenêtre, qui peut durer des siècles, le métal de vos ustensiles, qui résiste aux corrosions. Ces matières durables nous connectent à des échelles temporelles qui dépassent la vie humaine. Elles nous rappellent notre place dans l'histoire cosmique. D'autres objets vivent dans l'instant. Cette fleur coupée qui se fane en quelques jours, ce journal qui devient obsolète dès le lendemain, cette bougie qui se consume en quelques heures. Leur fragilité temporelle nous rappelle la préciosité de l'instant présent, la beauté de l'éphémère, la valeur de ce qui ne dure pas. La mode impose une temporalité artificielle aux objets. Des vêtements parfaitement fonctionnels deviennent démodés. Des meubles en bon état paraissent vieillots. Des couleurs hier adorées deviennent passées. Cette obsolescence esthétique accélère le renouvellement des objets. Elle crée une urgence temporelle qui ne correspond pas à leur usure réelle.
Vos objets sentimentaux échappent à cette logique temporelle sociale. Ils gardent leur valeur indépendamment des modes, des tendances, des évolutions technologiques. Cette bague de votre grand-mère, ce livre de votre enfance, ce pull tricoté par votre mère, ils puisent leur valeur dans l'affection, dans les souvenirs, dans les liens émotionnels qui transcendent le temps. Les objets cassés nous confrontent brutalement à la finitude. Cette tasse qui se brise, cet appareil qui tombe en panne, ce vêtement qui se déchire, il nous rappelle que rien n'est éternel, que même les objets les plus solides ont une durée de vie limitée. Cette fragilité nous enseigne la préciosité de ce que nous possédons, l'importance de prendre soin des objets qui nous accompagnent. La réparation des objets devient un acte de réconciliation avec le temps. Réparer, c'est refuser la fatalité de la casse, c'est prolonger la vie de l'objet, c'est maintenir la relation au-delà de l'accident. C'est aussi accepter les cicatrices, les traces de réparation qui témoignent de cette résurrection matérielle. Les objets neufs portent en eux un futur potentiel. Ils sont chargés de promesses, de possibilités, d'aventures à venir. Ce livre non lu promet des découvertes. Ce vêtement neuf annonce des occasions de le porter. Cet outil tout juste acheté attend les projets qu'il permettra de réaliser. Cette virginité temporelle des objets neufs stimule notre imagination. Elle nourrit nos projets. L'accumulation d'objets crée une stratigraphie temporelle dans nos intérieurs. Les couches successives d'achats, de cadeaux, d'héritages racontent l'histoire de notre vie. Notre maison devient un musée personnel, où chaque objet marque une époque, un événement, une relation, une phase de notre existence. Les objets abandonnés dans les greniers et les caves attendent patiemment leur résurrection. Ils entrent dans une temporalité particulière, suspendus entre la vie et la mort, entre l'oubli et la redécouverte. Ces objets dormants peuvent soudainement reprendre vie, retrouver leur utilité, renouer avec leur fonction première. La photographie fige les objets dans un temps révolu. Ces images d'objets disparus, cassés, perdus, maintiennent leur existence dans la mémoire visuelle. Elles créent une archéologie personnelle. Elles documentent l'évolution de nos possessions. Elles témoignent de nos relations passées avec le monde matériel. Les objets de collection défient la logique utilitaire du temps. Ils tirent leur valeur de leur rareté, de leur ancienneté, de leur histoire particulière. Cette passion collectionneuse transforme des objets ordinaires en trésors. Elle crée une économie alternative où l'âge devient une valeur ajoutée. Certains objets marquent des moments particuliers de notre existence. Cette robe portée le jour de votre mariage, cette montre offerte pour une promotion, ce livre lu pendant une convalescence. Ils deviennent des marqueurs temporels, des encres mémorielles qui nous permettent de revivre des instants précieux. La transmission des objets entre générations crée une continuité temporelle. Ces objets voyageurs traversent les âges. Ils portent en eux l'histoire familiale. Ils maintiennent les liens entre les vivants et les morts. Leur présence dans nos intérieurs nous rappelle que nous ne sommes qu'un maillon dans la chaîne des générations. L'obsolescence technologique impose une temporalité particulière aux objets électroniques. Ils deviennent rapidement dépassés, non par usure, mais par évolution technique. Cette obsolescence programmée crée une anxiété temporelle.
une course perpétuelle au renouvellement qui épuise nos ressources et notre planète. Les objets saisonniers rythment notre année. Les vêtements d'été qui sortent des placards, les décorations de Noël qui ressuscitent chaque décembre, les outils de jardinage qui s'activent au printemps. Ces objets cycliques créent une temporalité répétitive. Ils marquent les saisons. Ils structurent notre rapport au temps naturel. Dans cette danse temporelle des objets, nous apprenons à respecter les différents rythmes de la matière. Certains objets demandent de la patience, d'autres exigent de la rapidité. Certains se bonifient avec le temps, d'autres se dégradent inexorablement. Cette diversité temporelle enrichit notre existence. Elle nous enseigne la sagesse de l'adaptation au temps des choses. Au terme de ce voyage dans la métaphysique du quotidien, nous découvrons que nos objets les plus ordinaires recèlent une sagesse profonde. Ils nous enseignent l'art de vivre avec simplicité, de trouver la beauté dans le fonctionnel, de cultiver la gratitude envers les choses qui nous servent fidèlement. Cette leçon muette des objets transforme notre regard sur le monde. Elle nous apprend à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. L'harmonie d'un intérieur naît de cette compréhension profonde des objets. Chaque objet a sa place, chaque place pour son objet. Cette organisation n'est pas seulement esthétique, elle est philosophique. Elle révèle une conception du monde où l'homme et les choses coexistent dans un équilibre respectueux, où la fonctionnalité rejoint la beauté, où l'usage quotidien devient une forme d'art de vivre. La méditation sur les objets nous ramène à l'essentiel. Dans un monde qui nous bombarde de stimulation, de nouveautés, de sollicitations constantes, la contemplation silencieuse de nos objets familiers nous offre un refuge. Elle nous reconnecte à notre environnement immédiat. Elle nous ancre dans le présent. Elle nous rappelle que le bonheur se trouve souvent dans la simplicité du quotidien. Les objets nous enseignent la patience. Ils ont leur propre rythme, leurs propres besoins, leurs propres limites. Respecter ce rythme, c'est apprendre à ralentir, à prendre le temps des gestes, à savourer les moments simples. Cette patience matérielle nous prépare à la patience humaine. Elle nous apprend la vertu de l'attente, la sagesse de la lenteur. La gratitude envers nos objets transforme notre relation à la possession. Remercier silencieusement cette tasse qui nous réchauffe, cette chaise qui nous soutient, cette lumière qui nous éclaire. Cette reconnaissance transforme la consommation en communion. Elle transforme l'usage en révérence. Elle nous rappelle que nous sommes les gardiens temporaires de ces objets qui nous survivront peut-être. L'impermanence des objets nous enseigne le détachement. Tout ce que nous possédons finira par disparaître, se casser, s'user, être oublié. Cette vérité, plutôt que de nous attrister, peut nous libérer de l'attachement excessif, nous apprendre à jouir pleinement des objets sans en être esclaves, à les aimer sans les posséder vraiment. Les objets simples révèlent leur noblesse dans l'usage quotidien. Ce couteau qui coupe parfaitement, cette éponge qui nettoie efficacement, ce stylo qui écrit sans bavure. Leur excellence réside dans leur fonction accomplie avec justesse, dans leur capacité à répondre exactement à nos besoins, sans superflu ni manque. Cette perfection fonctionnelle constitue une forme de beauté pure. La transmission des objets entre générations crée une continuité qui transcende notre existence individuelle.
En prenant soin des objets qui nous ont été confiés, en les préparant pour les générations futures, nous participons à une chaîne temporelle qui nous dépasse. Cette responsabilité nous grandit. Elle donne du sens à notre relation aux objets. Elle nous inscrit dans une lignée humaine. L'observation attentive des objets développe notre capacité d'émerveillement. Redécouvrir la complexité cachée d'une simple cuillère, la beauté d'un verre transparent, l'ingéniosité d'un système de fermeture. Cette capacité d'étonnement préserve notre curiosité. Elle maintient vivante notre relation au monde. Elle nous protège de la routine et de l'indifférence. Les objets nous connectent à l'humanité tout entière. Chaque objet porte en lui le travail, l'intelligence, la créativité de ceux qui l'ont conçu et fabriqué. En utilisant consciemment nos objets, nous honorons cette chaîne humaine qui nous relie aux autres. Nous participons à l'effort collectif de l'humanité pour créer, pour améliorer, pour embellir l'existence. La sobriété dans nos possessions libère de l'espace pour l'essentiel. Moins d'objets mais mieux choisis, moins de possessions mais plus de relations, moins d'accumulation mais plus d'appréciation. Cette économie matérielle permet une richesse spirituelle. Elle libère du temps et de l'énergie pour les relations humaines, la contemplation, la création. L'art de vivre avec les objets s'apprend dans la durée. Il demande de l'attention, de la sensibilité, de la patience. Il nous invite à développer une intelligence tactile, une intuition matérielle, une sagesse pratique qui enrichit notre existence quotidienne. Cette éducation des sens nous rend plus présents au monde, plus attentifs aux détails, plus capables de goûter la richesse du quotidien. Les objets nous offrent une forme de méditation accessible à tous. Prendre le temps de vraiment voir, toucher, sentir, goûter les objets qui nous entourent. Cette attention pleine transforme les gestes les plus ordinaires en moments de conscience. Elle nous ancre dans le présent. Elle nous offre une spiritualité du quotidien. Dans cette harmonie silencieuse avec nos objets, nous découvrons une forme de bonheur simple et profond. Un bonheur qui ne dépend pas de l'accumulation, mais de la qualité de la relation, qui ne cherche pas l'extraordinaire, mais trouve l'extraordinaire dans l'ordinaire. Cette sagesse matérielle nous enseigne que la richesse véritable réside dans notre capacité à être présent, attentif, reconnaissant envers ce qui nous entoure. Les objets deviennent alors nos maîtres silencieux. Ils nous apprennent la constance par leur présence fidèle, la résilience par leur résistance à l'usure, la beauté par leur forme et leur matière. Cette école muette du quotidien nous forme sans bruit. Elle nous éduque par l'exemple. Elle nous transmet une sagesse ancestrale qui traverse les générations. La maison habitée avec conscience devient un temple du quotidien. Chaque geste accompli avec attention, chaque objet manipulé avec respect, chaque espace entretenu avec soin. Cette sacralisation du quotidien transforme les tâches les plus humbles en rituels significatifs. Elle donne une dimension spirituelle aux activités les plus ordinaires. L'écologie des objets nous enseigne notre responsabilité envers la planète. Chaque objet consomme des ressources, génère des déchets, impacte l'environnement. Prendre conscience de cette dimension écologique transforme notre rapport à la consommation. Elle nous invite à choisir avec discernement, à utiliser avec parcimonie, à préserver avec soin. Les objets partagés créent des liens sociaux particuliers.
cette table autour de laquelle se réunit la famille, ces outils prêtés aux voisins, ces livres échangés entre amis. Ils deviennent les supports matériels de nos relations. Ils facilitent les rencontres. Ils créent des occasions de générosité et de partage. La réparation des objets devient un acte de résurrection. Rendre vie à ce qui était cassé, redonner fonction à ce qui était défaillant, restaurer beauté à ce qui était abîmé. Cette pratique nous connecte à la tradition artisanale. Elle nous rappelle que nous pouvons agir sur notre environnement, que nous ne sommes pas condamnés à la passivité consumériste. Les objets du futur porteront peut-être une intelligence nouvelle. Ils pourront apprendre, s'adapter, communiquer, évoluer. Cette mutation technologique transformera notre relation aux objets. Elle créera de nouvelles formes d'interaction. Elle posera de nouvelles questions sur la frontière entre l'humain et l'objet. Mais au-delà de toutes ces évolutions, la leçon fondamentale des objets demeure inchangée. Ils nous rappellent que nous sommes des êtres incarnés, que nous avons besoin de la matière pour exister, que notre spiritualité passe aussi par notre relation au monde matériel. Cette incarnation matérielle n'est pas une limitation mais une richesse. Elle nous ancre dans le réel. Elle nous donne prise sur le monde. L'art de vivre avec les objets s'épanouit dans la simplicité consciente. Choisir moins pour choisir mieux. Posséder moins pour apprécier plus. Consommer moins pour contempler davantage. Cette sobriété heureuse nous libère de l'agitation consumériste. Elle nous permet de goûter la paix du contentement. Elle nous ouvre à une forme de richesse intérieure. Les objets nous accompagnent dans toutes les étapes de notre existence. Ils témoignent de notre croissance, de nos changements, de nos évolutions. Ils gardent la mémoire de nos joies et de nos peines. Ils portent l'empreinte de nos habitudes. Ils révèlent notre personnalité profonde. Cette fidélité silencieuse mérite notre reconnaissance et notre respect. Dans le silence de la nuit, quand nous nous endormons entourés de nos objets familiers, nous pouvons sentir leur présence rassurante. Ils veillent sur notre sommeil. Ils gardent notre intimité. Ils préservent notre univers personnel. Cette protection silencieuse nous permet de nous abandonner au repos, de faire confiance à la stabilité de notre environnement matériel. Le matin nous retrouvera dans ce même dialogue permanent avec les objets. Nos mains chercheront automatiquement les formes familières. Nos gestes répéteront les rituels quotidiens. Nos sens redécouvriront les textures, les odeurs, les sons de notre univers matériel. Cette continuité rassurante nous permet de construire notre existence sur des bases solides, de développer nos projets dans un cadre stable. La métaphysique du quotidien nous révèle finalement que la philosophie n'est pas réservée aux livres et aux débats intellectuels. Elle vit dans nos gestes les plus simples. Elle s'exprime dans nos choix les plus ordinaires. Elle se manifeste dans notre relation aux objets les plus banals. Cette sagesse accessible transforme chaque moment de notre existence en une occasion de conscience, de beauté, de sens. Ainsi, en fermant les yeux sur cette réflexion, nous pouvons sentir autour de nous la présence bienveillante de tous ces objets qui nous accompagnent. Ils nous offrent leur service silencieux, leur beauté discrète, leur fidélité constante. Dans cette communion paisible avec le monde matériel, nous trouvons une forme de plénitude qui ne dépend ni de la richesse ni de la nouveauté, mais de notre capacité à voir, à sentir,
à apprécier ce qui est déjà là, à portée de main, dans la simplicité merveilleuse du quotidien.